Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire du média social. Le média social que vous connaissez pour son site internet, lemediasocial.fr, où vous trouvez des actualités, des reportages, des enquêtes au long cours, des vidéos, photographies. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre en ligne, une nouvelle fois. Nous vous avions déjà proposé un webinaire en avril, peut-être que vous y aviez participé, c'était sur l'impact de la crise du Covid sur le travail social. Alors là, la thématique était générale. Et cette fois, nous sortons le Zoom, si on peut dire, puisque nous nous intéressons aux effets de la pandémie pour les étudiants en travail social. Puisque les étudiants en travail social, pour eux aussi, l'année a pu être très difficile. Peut-être êtes-vous parmi les premiers concernés, vous qui assistez à ce webinaire. Vous êtes près de 450 inscrits. Merci beaucoup à vous de vous être rendus présents. L'année a pu être très difficile pour les étudiants puisque, pour rappel, une partie des cours cette année ont dû être donnés à distance, justement par visio. On a connu souvent de l'isolement, parfois de la grande précarité parmi les étudiants. On sait aussi que des stages ont été annulés, d'autres ont été écourtés. Les épreuves ont été réorganisées parfois dans la douleur. Et voilà pourquoi on a parlé ici et là de promotion Covid. La promotion Covid, pour le meilleur et pour le pire. Certains s'en inquiètent déjà des effets particuliers de cette épidémie sur les études, sur les générations qui étaient en études cette année et l'année précédente. Certains se sont demandé si les formations seraient de moins bonne qualité du fait des confinements, du fait des cours à distance, du fait de ces stages écourtés. Certains même se sont demandé si les employeurs verraient d'un mauvais œil les diplômés de 2020, de 2021. Est-ce qu'ils considéreraient peut-être que les diplômes auraient été bradés? Voilà les questions qui nous réunissent aujourd'hui. Alors vous verrez aussi qu'on peut retourner cette question. On peut aussi se demander dans quelle mesure les étudiants qui ont fait face à la tempête du Covid, est-ce qu'ils n'auraient pas plutôt acquis des compétences exceptionnelles finalement? C'est ce qu'on va voir aussi pendant l'heure et demie qui vient. Donc nous sommes réunis jusqu'à 16 heures. Et pour parler de ces thématiques, nous serons avec trois intervenants de choix, puisque nous aurons d'une part, par ordre alphabétique, Romain Birolini, qui est le président de la Fédération nationale des étudiants en milieu social, autrement dit la FNEMS. C'est cette fédération qui a vu le jour donc il y a 1 an et demi maintenant, et qui rassemble les différents étudiants volontaires pour rejoindre cette fédération. Par ailleurs, nous avons un directeur de centre de formation en la personne Olivier Huet, qui est à la tête de l'EPSS, l'école pratique de service social. C'est cette école qui fait maintenant partie de Paris-Cergy Université. Et puis enfin, au nom des employeurs, nous aurons Cathy Lemoigne, qui est vice-présidente de l'URIOPS des Pays de la Loire. L'URIOPS, c'est l'Union régionale des associations de solidarité. Et puis, pour la présenter en détail, elle est également directrice générale d'une association dans la protection de l'enfance à Laval, qui s'appelle Chanteclair. Et pour tout vous dire, elle est également déléguée régionale pour Nexem, pour le groupement national des directeurs généraux de l'association, le GNDA, et elle est enfin présidente d'un pôle régional de formation santé sociale. Donc elle aussi, comme vous le voyez, a un pied dans les formations. Voilà. Je vous indique tout de suite que, évidemment, vous pouvez poser des questions. Vous voyez sur la droite de votre écran, notamment, il y a un chat sur lequel vous pouvez poser, mettre des commentaires, poser des questions aux différents intervenants. Sachez que on va passer en revue au cours de cette heure et demie quelques thématiques. La première, c'est celle des cours à distance. Ensuite, on parlera des stages, comment on a pu avoir des stages de qualité ou pas. On parlera aussi des épreuves, comment elles ont été organisées. Et puis après, on essaiera de voir de manière un peu plus générale, voilà, ce qu'on peut tirer de cette année particulière. Donc voilà, n'hésitez pas, on fera un petit point au fur et à mesure sur vos interrogations. Et puis sachez aussi que vous pourrez, au cours de cette heure et demie, avoir quelques intervenants interrogés auparavant, des étudiants en travail social que j'ai pu rencontrer également par visio et qui ont pu livrer leurs témoignages et leurs réflexions sur cette année particulière.
Peut-être que pour commencer, je vais vous proposer un petit sondage un peu en ouverture de débat. C'est un sondage avec une question très simple. Et ce que je vais demander à ceux qui ne sont pas étudiants de ne pas y répondre, pour que ça ait du sens. La question est la suivante. Vous sentez-vous moins bien formé à cause de cette crise sanitaire? Ça, c'est la question qu'on peut poser maintenant. Quel est votre sentiment là-dessus? Vous avez 1 minute pour répondre à ça. Donc, n'hésitez pas. Je pense qu'on verra les résultats s'afficher. Et puis, bien sûr que votre cette question pourra encore évoluer au fur et à mesure de ce webinaire. Et ça sera intéressant déjà d'avoir un regard là-dessus. Alors, on va commencer en tout cas avec le premier ingrédient dans cette année particulière, c'est évidemment les cours. Les cours qui ont été organisés, alors en bonne partie en distanciel. C'est la DGCS, la Direction Générale de la Cohésion Sociale, qui l'avait précisé aux établissements de formation pour cet automne, avant même le second confinement. Le principe de base est celui de l'enseignement à distance. Et si ce n'est pas possible, par exemple pour des travaux pratiques, alors le présentiel est possible avec une jauge à 50%. Alors, je vais peut-être vous demander à vous, Romain Birolini, pour commencer, qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Alors, peut-être juste avant ça, on va partager tout de suite les résultats. Vous sentez-vous moins bien formé à cause de la crise sanitaire? Bon, eh ben c'est mitigé, voilà. Il n'y a pas non plus énormément de répondants pour l'instant, mais on est à 50-50, voilà. Donc, on va voir effectivement si on peut départager un petit peu plus les sentiments des uns et des autres avec cette heure et demie de webinaire. Romain Birolini, donc le président de la FNEMS, vous, les étudiants, qu'est-ce qui vous renvoie comme idée sur ces cours à distance? Qu'est-ce que ça donne quand le principe de base, c'est l'enseignement à distance? Alors du coup, sur cette année, on a pu récolter des témoignages de plusieurs étudiants. On a fait une contribution en novembre dernier qu'on a publié en décembre. Donc du coup, sur 1379 étudiants interrogés, il y avait 31% où c'était une préoccupation majeure. La question du distanciel qui joue sur les cours 8 heures de visio. 8 heures de visio, c'est assez lourd à porter. On perd aussi tout le côté relationnel avec les formateurs, ce qui peut jouer énormément. Du coup, il y a aussi la question du lien avec les autres. Étant en formation de travail social, on joue beaucoup sur le côté travaux de groupe. Donc, du coup, travailler en distance par rapport à tout ça, ne pas se rencontrer et devoir justement jongler avec tout ça reste compliqué pour certains étudiants. Et puis, il y a aussi la question du matériel et des conditions dans lesquelles ces étudiants peuvent le suivre. Pour 21,8% d'entre eux, toujours sur cette même contribution, ils n'avaient pas les matériels ou les conditions, que ce soit une bonne connexion Internet, un ordinateur de qualité, ou même la possibilité d'avoir un endroit spécifique à eux pour travailler. Donc ça joue énormément là-dessus. Puis il y a surtout 13% d'étudiants qui se sentent toujours sur cette même contribution, qui sentent en décrochage scolaire. Donc du coup, ça questionne énormément sur les conditions d'études qu'ont pu vivre les étudiants lors de cette année. Ça, c'est le rapport que vous avez publié, je crois, il y a une semaine ou deux. C'est ça, sur comment les premières années ont vécu cette année, c'est ça? Alors ça, c'était sur celui de décembre. Sur ceux des premières années, du coup, on était vraiment sur la question du lien. Et puis surtout, il y a des étudiants qui, depuis septembre, n'ont pas eu l'occasion d'aller sur site pour rencontrer leurs pairs, leurs camarades de classe, leurs formateurs. Donc du coup, ça joue énormément sur la capacité de s'investir pleinement dans une formation, de pouvoir justement se projeter plus loin dans la formation. Et puis, au-delà de tout ça, c'est vraiment, on déshumanise une formation qui est basée pleinement sur l'humain. Donc du coup, ça questionne énormément sur le côté que vaut le distanciel pour les formations en travail social. Alors, je vous propose tout de suite une illustration de ça. Il y a une étudiante à Ascoria, cette école de travail social de Rennes, que j'ai pu interroger, qui m'a parlé effectivement de son sentiment, de cette difficulté à suivre cette année à distance. On l'écoute, elle s'appelle Mélina Bouguenec. Elle a presque 25 ans, elle est en 2e année pour être éducatrice spécialisée.
faire des cours à distance, moi, très clairement, et je pense comme énormément d'étudiants, j'ai pas non plus. La qualité, c'est pas la même. Être souvent devant un écran, c'est pas toujours tenable. On peut pas toujours être attentif. C'est compliqué. Pour le centre de formation, je pense aussi que ça a été compliqué de pouvoir mobiliser des intervenants. Peut-être même qu'il y a des interventions qu'on n'a pas pu avoir, qu'on aurait dû avoir. Enfin, je ne sais pas du tout. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Moi aussi, hein, je regrette. Je trouve qu'on apprend beaucoup mieux dans la rencontre et dans l'échange direct avec les formateurs, etc. Enfin, c'est vrai que il y a quand même des choses qui, du coup, disparaissent un peu dans le sens où, par exemple, quand on est dans un cours en présentiel, on peut, à la fin d'un cours, aller s'adresser au formateur pour échanger sur un temps de pause, échanger entre étudiants. Tout ça, ça se perd un peu. Et pourtant, c'est, je pense, hyper aussi, en fait. Alors, je me tourne vers Olivier Huet, donc à la direction de l'EPSS. Vous avez dû évidemment suivre ces instructions pour passer en distanciel. Vous en pensez quoi, vous, de ces cours en distanciel? Est-ce que ça fonctionne bien? Bonjour à tout le monde. J'approuve parfaitement ce qui vient d'être dit par cette jeune femme. Si vous permettez, je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière. Je pense que la question du distanciel ne s'aborde pas de la même manière si c'est un distanciel de crise ou si c'est un distanciel choisi et donc pensé. Et là, on est plutôt sur un distanciel de crise. Et donc, il faut faire attention. Et pour reprendre un petit peu ce que disait Romain tout à l'heure, je pense qu'il faut d'une part ne pas confondre l'outil et l'objet. Autrement dit, il ne faut pas confondre les modalités de formation avec la qualité éventuelle de la formation. On n'a pas eu le choix. On était, je vous le rappelle quand même, au printemps dernier, nos écoles ont été fermées. Donc, il a fallu réagir très vite et essayer de s'adapter. Donc, pour essayer de faire vite, je ne suis pas, à titre personnel, un grand défenseur ou un grand promoteur de la formation à distance, d'autant plus que, comme Romain le disait tout à l'heure, nous sommes engagés tous sur des métiers qui sont typiquement des métiers de la relation. Et puis, comme le disait l'étudiante d'Ascoria, et c'est bien qu'elle le dise parce que on peut le dire aux gens qui nous écoutent, c'est une discussion qu'on avait eue en préparant ce webinaire avec Olivier Bonin. Ce qui se joue dans un espace physique de cours, soit un amphi ou une salle de cours ou autre, dépasse de beaucoup le discours que va proposer le formateur ou l'enseignant. Et c'est dans l'ensemble des interstices, des liens de ce qui se passe à côté ou en dehors du cours proprement dit, que souvent la formation se fait. Donc effectivement, le distanciel ou le e-learning était une solution alternative. Mais on ne reproche jamais à une roue de secours d'être utilisée lorsque le pneu est crevé. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas reprocher au distanciel d'avoir existé pendant cette période. Pour autant, je fais partie de ceux qui ont hâte de revoir tous les étudiants de l'EPSS et des autres formes de formation, tous en présentiel dès le mois de septembre. Est-ce que vous voyez du bon quand même finalement avec ce numérique? Est-ce que cette expérience va vous faire développer quand même malgré tout le numérique, la formation à distance? Le premier bon que je vois, c'est que pendant tous ces mois, on a continué à proposer de la formation à nos étudiants. Si on n'avait pas eu ça, on aurait arrêté. Et là, il y aurait eu une année perdue ou plus pour des centaines, voire des milliers d'étudiants. Donc ça, c'est le premier bon. Le deuxième bon, c'est qu'effectivement, ça nous a contraints, nous tous, l'ensemble de la communauté pédagogique et éducative en travail social, qu'on soit formateur, qu'on soit étudiant, mais aussi pour tous les autres personnels des écoles, et je pense notamment aux assistantes de formation ou assistantes pédagogiques qui ont elles-mêmes dû beaucoup s'adapter. On a dû faire preuve, mais je pense que Romain en témoignera, on a dû faire preuve d'adaptabilité, d'innovation, de réactivité, d'agilité. Donc voilà, on a réinventé plein de choses. Donc ça, évidemment, c'est à garder. Il faut jamais tout jeter. Et puis l'intérêt de la formation à distance est qu'elle oblige à repenser littéralement les modalités de formation.
depuis des décennies, on fait à peu près tous toujours la même chose, même si on innove un petit peu ici et là. On prépare des cours et on les délivre dans un espace-temps bien déterminé, dans un espace-lieu bien déterminé. Et on sort de la salle de cours ou de l'amphi et c'est terminé. Avec la formation à distance, on a détruit cette scansion temporelle, ou en tout cas on l'a étirée, parce qu'on peut revenir sur des séquences de formation qui ont été proposées en ligne le week-end ou le soir. On peut suivre 3 fois le même cours si on veut, s'il a été déposé sur une plateforme, etc., etc. Donc oui, ça a radicalement modifié les modalités d'apprentissage. Quant à savoir si c'est mieux ou c'est moins bien, je pense qu'il faudra un petit peu de recul. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a déjà des groupes de chercheurs qui travaillent dessus. Et je pense que dans quelques mois, on aura des enquêtes et des études qui nous permettront d'y voir plus clair. Et puis, je crois aussi qu'il y a d'une école à l'autre des démarches qui sont différentes là-dessus. Nous avons une journaliste au Média Social, Florma Bilot, qui a fait une enquête en long format, qui d'ailleurs sera en libre accès là pour quelques jours. Vous verrez les références dans la bibliographie qui sera accessible à la fin de ce webinaire, et où elle parle de l'IRTS des Hauts-de-France, qui je crois est particulièrement axé sur ces cours avec le numérique. Vous-même, je crois que vous utilisez le numérique pour la formation des EJE, Olivier Huet. On utilise, alors effectivement, à l'IRTS des Hauts-de-France, ils avaient sans doute une petite longueur d'avance sur la plupart d'entre nous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette question du numérique, ou de l'enseignement à distance en tout cas, on commençait tous à y penser parce qu'on avait des injonctions réglementaires à nous y mettre. Donc, on avait commencé. À l'EPSS, on a eu beaucoup de chance. On avait embauché une ingénieure numérique qui est arrivée en janvier 2020. Donc, autant vous dire qu'en mars, quand on a dû fermer l'école, on était très content de l'avoir parmi nous. Elle nous a vraiment beaucoup aidés. Oui, par exemple, avec les EJE, alors c'est un peu notre cursus et notre promo cobaye, mais c'est avec les étudiantes, parce que je n'ai pas de garçons. J'en profite pour inviter tous les garçons qui nous écoutent à essayer de devenir EJE, parce que ça manque un peu. C'est un très beau éducateur métier, de jeunes enfants, je rappelle. Pas du tout un métier de femme, contrairement à ce qu'on peut penser. Oui, on travaille sur... on utilise l'objet Serious Game, que certains d'entre vous connaissent, pour mettre en place de la formation, et on travaille avec les EJE sur ces modalités-là. Mais par ailleurs, il y a 2 ans à peu près qu'on travaille avec des promos de EJE pour essayer de travailler. On leur fait créer une crèche virtuelle et on leur fait travailler l'ensemble des tenants et des aboutissants du fonctionnement d'un établissement d'accueil pour jeunes enfants en virtuel. Donc, on avait déjà commencé à travailler, mais c'était une petite expérience, mais qui nous a servi effectivement quand le confinement est arrivé. Absolument. Je vous propose, avant de vous intéresser au stage, d'écouter un autre témoignage. Celui-ci est plutôt positif sur la réalité des cours à distance. C'est un témoignage de Théo Boite. Alors lui, il est étudiant en 3e année pour être éducateur spécialisé à La Fertès, à Arras. Il a 21 ans et écoutez, on l'écoute, il nous explique ce que ça a pu lui apporter de positif. Je pense qu'on a surtout appris, on a dû s'adapter finalement à la période. On a dû se réinventer aussi parce que c'était une période inédite. Évidemment, et du coup, qui dit période inédite dit aussi forcément un contenu inédit. On a dû, je pense, nous-mêmes réinventer pas réinventer, mais je dirais, ça nous a rendu plus acteurs de notre formation finalement, où on a dû s'instruire de nous-mêmes par rapport à nos contenus qui nous manquaient. Je sais que à La Ferté, on doit être acteur de notre formation. C'est une valeur qui est un peu défendue du coup par notre centre de formation. Et là, je pense qu'on a pu quand même bien la mettre en œuvre finalement. Voilà pour ce témoignage de Théo Boite. Alors, je vous propose maintenant de nous intéresser au stage, puisque c'est évidemment l'autre élément capital de l'enseignement du travail social. Alors, les stages ou plus exactement les formations pratiques. Alors, là encore, je rappelle un peu le cadre particulier de cette année. Il y a eu un arrêté, cette fois du 4 novembre 2020, pour dire que certains assouplissements aux règles des stages et des
pratique étaient consentis. Alors d'une part, il y a des stages, les stages ont pu être validés, même s'ils étaient écourtés par un confinement. On a accepté des durées minimales de stage plutôt que de se concentrer sur la durée normale. Des souplesses ont été apportées sur l'encadrement. Pas forcé, par exemple, d'avoir un EJE, un éducateur de jeunes enfants, pour un stage lorsqu'on est soi-même EJE. Enfin bon, sur des modalités un peu plus précises que ce que je dis là, mais c'est l'idée. Sur le nombre de lieux de formation également. Donc voilà, beaucoup d'assouplissement, sinon de facilité, mais malgré tout, ça a été encore plus difficile à trouver que d'habitude. On sait que les étudiants en travail social ont grand peine depuis des années à trouver leur stage, mais là, il semble que ça a été assez laborieux. À la FNEMS, d'ailleurs, Romain Birolini, vous avez lancé un appel au secours l'automne dernier avec l'UNAFORIS, l'Union nationale des acteurs de la formation et de la recherche. Je crois que vous disiez qu'un quart des élèves étaient toujours sans stage l'automne dernier, c'est ça? Alors effectivement, il y avait 23,7% des étudiants qui n'avaient pas trouvé de stage au mois de novembre-décembre. Donc du coup, ça questionnait. On rentrait dans une nouvelle période de confinement, donc du coup, il y avait l'incertitude de savoir si les institutions pouvaient ouvrir. Donc du coup, ça questionnait du coup la mise en stage des étudiants. Et puis c'est surtout, il y avait 4,7% des étudiants qui ont vu leur stage être annulé du fait de cette période de confinement. Donc, c'était un moment assez difficile à vivre pour la continuité de leur formation. Est-ce qu'on a une idée des types d'étudiants qui étaient les plus en difficulté sur les formations, par exemple? Est-ce qu'il y avait des formations qui étaient plus particulièrement touchées? Ou sur les années de formation? Est-ce que les premières années étaient plus touchées que les troisièmes, etc.? Alors, effectivement, du coup, de ce qu'on a pu récolter comme information, les filières les plus touchées ont été les assistants de service social et les éducateurs de jeunes enfants, qui ont été le plus touchés. Les assistants de service social, du fait que, du coup, beaucoup de télétravail a été mis en place. Donc, du coup, l'accompagnement d'un stagiaire dans ces conditions était particulièrement difficile. Et puis, pour les EJE, avec la fermeture des crèches et des différentes institutions accueillant un public relativement très jeune, du coup, la mise en stage a été beaucoup plus compliquée du fait des protocoles sanitaires. Et oui, les premières années ont aussi été impactées. J'ai pu rencontrer des étudiants de deuxième année, là à l'heure actuelle, qui effectuent leur premier stage cette année, qui n'ont pas eu de stage l'année dernière du fait de la période de confinement, et qui cette année, il y a des étudiants de première année qui se sont retrouvés en difficulté de trouver un stage, un accompagnement, des structures qui ne prennent pas forcément d'étudiants de première année du fait de la crise sanitaire, et puis du fait que aussi c'est des étudiants de première année qu'il faut accompagner. Et des fois, les équipes n'ont pas forcément l'envie d'accompagner les étudiants de première année dans tout ça. Alors, Catherine Lemoigne, je me tourne évidemment vers vous, puisque vous êtes la voix un petit peu des employeurs aujourd'hui, en tout cas la voix de l'Euriops Pays de la Loire, pour être précis. Alors peut-être vous racontez-nous en tant qu'employeuse déjà dans votre association et avec vos partenaires associatifs, est-ce que ça a été effectivement plus difficile pour vous d'accueillir des étudiants? Est-ce que vous avez joué le jeu? Comment vous avez fait un accueil aux étudiants en travail social? Alors, on a globalement joué le jeu. En fait, à vous écouter, je me disais qu'on s'est retrouvés, les salariés se sont retrouvés exactement dans la même configuration que les étudiants. C'est-à-dire la nécessité, de se réadapter, de repenser sa façon de travailler, son quotidien. Ça nous a obligés à maintenir nos stages, c'est-à-dire qu'on a défini une ligne de conduite importante en se disant qu'il était nécessaire qu'on n'abandonne pas nos stagiaires. Si on s'était engagé, on maintenait l'engagement. Maintenant, ça nous a demandé de tricoter un peu parce que suivant les secteurs où les stagiaires étaient, il y en a pour qui c'était assez facile à adapter, il y en a pour d'autres pour qui c'était beaucoup plus compliqué. Moi, je gère une association de protection de l'enfance pour vous donner une idée. Autant toutes les maisons d'enfants sont restées ouvertes,
Et pour le coup, on pouvait accueillir des stagiaires même en présentiel dans des conditions sanitaires, voilà, comme il se devait. Autant ceux qui travaillaient en milieu ouvert, donc les accompagnements éducatifs au sein des familles, ne pouvaient pas fonctionner, et on a fonctionné qu'en visio. Donc là, ça a été extrêmement compliqué parce que c'est un apprentissage du métier qui a déjà été pour les professionnels en poste extrêmement fragilisant et surtout très démobilisant parce qu'aucune certitude de savoir si la mission qu'on portait habituellement finalement garantissait de la même qualité, sachant que nous, c'est la question de l'évaluation du risque de danger ou du danger en devenir pour l'enfant. L'évaluer au travers d'un écran, y compris quand on n'a jamais rencontré la famille et qu'on a été obligé d'ouvrir des mesures à ce moment-là, vous imaginez bien qu'on n'avait pas des salariés qui pouvaient garantir en plus aux stagiaires une forme de sécurisation, d'appréhension du métier parce que nous-mêmes, nous n'étions pas très sécures. Pour autant, on l'a fait avec sincérité, c'est-à-dire de dire, voilà, le cadre qu'on propose aujourd'hui n'est pas le cadre habituel. Ça va nécessiter qu'on s'adapte, mais finalement, l'adaptation et la souplesse, ce sont des qualités attendues du travailleur social. Donc, on les a mis sans doute un peu plus au travail. On a essayé côté de l'encadrement, donc chef de service, directeur adjoint, d'être suffisamment présent pour que quand même on n'ait pas des professionnels qui se sentent seuls. Et puis, on a mis en place... on a bricolé des choses pour que les stagiaires aient leur place sur, entre guillemets, appréhender la question relationnelle d'une autre façon. Donc, on a par exemple des stagiaires, alors c'était des éducateurs spécialisés, qui ont mis en place des blogs pour nos assistants familiaux pour occuper les enfants en fait à domicile, puisque du coup on avait les enfants 24 heures sur 24, puisqu'il n'y avait plus de droit de visite et d'hébergement d'ouvert pour les parents. Donc les assistants familiaux, comme les maisons d'enfants, on s'est occupé des enfants tout du long du confinement, par exemple. Eh bien, on a eu besoin d'appui et nos stagiaires, ils ont pu monter des blogs, des activités auprès des jeunes en télétravail, des points d'appui avec les assistants familiaux pour les soulager de la continuité de prise en charge. Donc, j'ai envie de dire, on a embarqué nos stagiaires comme nos professionnels dans une boutique de l'innovation sociale, du bricolage au sens noble du terme. Et ensemble, on a fait des choses. Alors, ce n'est pas une parenthèse enchantée ni désenchantée. On a fait en sorte que ça tienne et que pour les enfants, on structure des temps suffisamment cohérents pour tout à chacun. Mais je pense que pour autant, on n'est pas venu abîmer en fait la question du stage. Par contre, on l'a remanié, c'est-à-dire que si on regarde le référentiel tel qu'il est attendu, on lui a tordu le cou, ça c'est une certitude. Mais si on regarde ce qu'on a mis au travail dans les qualités de fond attendues d'un travailleur social, alors je crois qu'on y a été. Olivier Huet, je sais que pour les écoles, il y a eu cette idée aussi de trouver des alternatives aux stages classiques. Est-ce que ça a été développé chez vous à l'EPSS, des formations, par exemple, par du travail social collectif ou ce genre d'action? Alors, il y avait plusieurs choses et la question du stage, elle est très dépendante des cursus qui étaient suivis par nos étudiants. Comme le disait Romain tout à l'heure, c'était effectivement compliqué en plein confinement pour les EJE d'aller faire des stages parce que toutes les structures d'accueil de la petite enfance étaient fermées. Pour les assistantes sociales, c'était compliqué aussi parce que, comme vous le savez, une grande partie d'entre elles travaillent et font des stages dans des collectivités territoriales et quasiment tous les départements ont mis en place une activité à distance pour les AS des départements, et donc c'était compliqué pour les stagiaires. C'était peut-être un tout petit peu plus simple, entre guillemets, avec plein de guillemets, pour les éducateurs spécialisés. Et puis, puisque Cathy parlait des assistantes familiales, il y a aussi des gens qui étaient en formation d'assistant familial pendant cette période, et autant vous dire que pour elles, ou même pour eux, parce qu'il y a des hommes également, là, c'était complètement impossible, parce qu'ils avaient les gamins à domicile, et donc ils n'avaient vraiment pas une seule seconde à consacrer à la formation, et on a vraiment eu beaucoup de mal. On a essayé, et ils ont beaucoup bossé, mais là, ça a été très compliqué. Sur les stages, alors oui, on a essayé de mettre en place des activités un petit peu annexes, mais moi, je n'y étais pas plus favorable que ça, parce que là, pour le coup, vraiment, tout à l'heure, je prenais la métaphore de la roue de secours, mais là, je pense que ça aurait été vraiment se moquer du monde que de... En fait, si on avait vraiment... alors, il y a sans doute plein d'endroits où il y a des innovations tout à fait intéressantes, et ça, je ne remets pas ça en cause. Ce qui me pose question, moi, c'est sur l'injonction qu'on a eue un petit peu des pouvoirs publics, mais encore une fois, je ne jette pas la pierre à la DGCS, ils ont aussi été noyés, ils ont aussi fait ce qu'ils ont pu, et globalement,
le bilan de la collaboration avec les services de l'État sur ces questions-là était plutôt bon, hein. Même si on a toujours estimé qu'ils nous donnaient des réponses beaucoup trop tard. Mais voilà, l'État est ce qu'il est et le rapport au temps n'est pas le même. La première question qu'on avait, c'était comment allons-nous permettre à des étudiants de valider des formations qui sont par définition des formations en alternance. Et là, je ne parle pas d'apprentissage, hein, je parle des modalités de développement des formations à travail social. Pour rappel, environ la moitié de la formation est une formation pratique, l'autre moitié une formation dite théorique, même si on ne fait pas que de la théorie dans les écoles. Et donc la question était comment allons-nous pouvoir amener des étudiants au bout de leur cursus, sachant que de toute façon, il va leur manquer une expérience pratique. Alors, on a travaillé autant qu'on pouvait avec les employeurs, ça n'a pas toujours été simple. On a travaillé avec les services de l'État et la DGCS également. Les étudiants qui ont été diplômés en 2020 et les étudiants qui seront diplômés en 2021 auront ou ont probablement une durée de formation pratique plus courte que celle qui est référencée dans les textes. Pour autant, ça ne veut pas dire que leur formation est de moins bonne qualité. Parce que on n'est pas au marché, hein, on ne pèse pas un panier de formation pratique qui ne nous dit pas s'il n'y a pas 60 semaines, je ne peux pas être éduc. C'est comme le disait Cathy, ça dépend ce qu'on en fait. Et on peut imaginer que les étudiants qui ont travaillé avec les assistantes familiales chez elles ont développé plein de compétences qu'ils n'auraient pas développées si la situation avait été différente. Donc voilà, et on a travaillé très finement et les formateurs des écoles ont vraiment, alors là pour le coup, je pense comme les travailleurs sociaux souvent, pas compter leur temps pour que ça se passe bien. Et on a travaillé à accompagner les étudiants et à essayer de voir comment on pouvait développer d'autres compétences et se saisir autrement d'une période plus courte, mais sans doute beaucoup plus dense, parce que je rappelle également que les étudiants qui ont pu faire des stages, même s'ils ont été raccourcis, on fait des stages dans des établissements et des associations qui étaient elles-mêmes en situation de crise. Et donc, il y avait, à mon avis, une densité d'appropriation des complexités des métiers beaucoup plus forte que quand on fait un stage dans une association où tout roule tranquillement et que tout va bien. Alors, je ne dis pas qu'il faut générer des crises pour être bien formé. Je dis simplement qu'être formé en temps de crise n'est pas être moins bien formé qu'en période normale. Et ça, j'en suis intimement persuadé. Il y a vraiment zéro démagogie dans ce que je dis. Je vous propose, pour l'illustrer, d'écouter un témoignage à nouveau. Alors, c'est le témoignage de Leslie Petit. Celle-ci est en 2e année pour être monitrice. Et ça illustre très bien ce que vous venez de dire. Je lui ai simplement posé la question, qu'est-ce que c'était de faire un stage alors, attendez, je me suis trompé. Voilà, c'est celle-ci. À quoi ça revenait de faire un stage en plein Covid? Écoutez-la. Allô la régie. Donc, nous avons un petit problème de régie. On peut toujours chanter un petit prélude d'accompagnement. Oui. Romain, si vous cherchez du boulot, c'est le moment de passer une annonce. N'hésitez pas, Romain. Pour l'instant, ça va, mais du coup, j'y penserai à chercher du travail par la suite. Voilà. Donc, je vous remercie. On va attendre que le problème technique soit réglé. Est-ce que, voilà, tout le monde m'entend? Oui. C'est bon, ça fonctionne à nouveau. Est-ce que vous avez pu voir la vidéo ou Non, pas du tout? Non, du tout. Ça ne s'est pas lancé. Ok, d'accord. C'est un petit peu dommage, donc je vais quand même réessayer. Et puis si ça ne marche pas, je n'insisterai pas. Non. Ah bah si, voilà. Si, ça va se lancer. On devient un vrai membre de l'équipe et on compte si on nous dit pour vous pouvez être là, on fait des roulements et il faut être là le mercredi et plus pendant une semaine ou plus pendant 2 semaines et puis faire finalement venir sur 15 jours complets, on le fait. Si on
on était prêt à faire, si vous voulez, à venir 15 jours sur place, H24, s'il le fallait. Parce que, voilà, en cas de pandémie, en cas des professionnels, on fait ça pour éviter tous les risques possibles. Donc, même en tant que stagiaire, voilà, on était prêt à le faire. Et on l'a tous fait, en fait. Et pourtant, ça fait pas partie de nos contrats, de nos conventions, de tout ça. Il fallait s'adapter, développer un grand sens vraiment d'adaptabilité au plus haut point. Il fallait accompagner les personnes qui effectivement avaient le Covid, on le faisait. Je veux dire, s'il y avait des clusters, on y allait quand même. Le nombre de personnes dans ma promotion qui ont eu le Covid parce qu'il y avait des cas Covid sur leur lieu de stage, ils ont eu le Covid. Est-ce que pour autant, on a allégé leur programme? Est-ce qu'on leur a demandé de faire moins d'heures de stage? Pas forcément. Voilà, enfin, je veux dire, on nous a mis dans le bain comme des professionnels. Voilà, c'est assez admirable d'engagement. Hein. Comment vous réagissez à ce témoignage? C'est quelque chose qui vous paraît finalement assez courant dans cette année écoulée, ce type de stage où on devient un professionnel à part entière? Ouais, c'est assez juste. Je trouve que c'est assez juste dans le sens où, d'ailleurs, c'était marqué dans le chat sur les participants. Certains rappelaient qu'il y avait des contrats CDD qui avaient été signés d'ailleurs avec des stagiaires dans des maisons d'enfants, dans des EHPAD, etc., avec des dernières années d'études d'éducateurs spécialisés, de JE, etc. C'est vrai, hein, ce sont des professionnels, futurs professionnels ou apprenants qui se sont mobilisés. On n'a pas eu beaucoup à aller les chercher, hein, très sincèrement. Hein, très vite, des contacts se sont pris, de la mobilisation s'est faite. Elle a raison, la jeune fille, de dire que à un moment donné, qu'on bosse le week-end, puis après plus du tout, puis après 4 jours d'affilée, puis après, ouais, ça a été un peu ça au démarrage, tout en essayant quand même de garantir une forme de qualité d'accessibilité au travail, c'est-à-dire ne pas non plus rentrer dans quelque chose de l'ordre de l'urgence pour de l'urgence ou continuer de faire de l'urgence sur de l'urgence. C'est-à-dire que la crise, elle nous a aussi obligés à repositionner les choses, à apaiser le tempo et à restructurer calmement ce qui devait être fait et pensé. Alors, certes, ça nous a quelque peu agité au démarrage, mais pour autant, je trouve qu'après, on a réussi à structurer les choses sans mettre en difficulté non plus nos stagiaires. C'est-à-dire ne pas confondre tout cet engagement et cette volonté de pouvoir y arriver avec cette suffisante capacité à pouvoir le faire pour ne pas exposer non plus nos stagiaires à des risques trop importants. Il y a aussi, quand on est employeur, à garantir et pour le stagiaire et pour le professionnel et pour les personnes accompagnées, quelque chose de l'ordre de la bonne condition de travail. Alors malheureusement, le travail social a été sacrément exposé au début de la crise à cette notion du sans masque, on a mis du temps à avoir des masques. Et elle a raison de dire qu'au démarrage, on a même des gens qui nous disaient si on n'a pas de masque, j'y vais quand même. Donc, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de, à la fois l'inédit, donc ça, c'était votre autre stagiaire que vous avez interviewé qui le disait, il y avait quelque chose de l'indicible, il y avait quelque chose de l'obligataire et de l'obligatoire, et il y a eu quelque chose de l'ordre ensuite de la réflexion, c'est-à-dire réintroduisons quand même, et c'est ce qu'on apprend à nos stagiaires, à pas être monté entre guillemets sur la moelle épinière et à passer non pas directement à la réaction, mais d'abord à la réflexion, pour ensuite produire quelque chose de l'ordre de l'action. Mais ça a demandé au cadre un accompagnement tout à fait spécifique. Mais là encore, j'ai envie de vous dire, on a fait la même chose avec nos propres salariés. C'est-à-dire que l'ADN du travailleur social, qu'on soit apprenant ou qu'on soit acteur diplômé, vibre de la même façon. C'était « il faut y aller ». Certes, mais ne faisons pas plus d'injonctions qu'on ne se doit. Romain Birolini, de votre côté, vous tirez quel bilan sur la qualité des stages auxquels les étudiants ont eu accès cette année et l'année précédente, puisque vous étiez étudiant l'année précédente? Alors du coup, l'année dernière, les étudiants, au début du confinement, pour certains, ont été confrontés à un arrêt parfois brutal de stage. Donc du coup, ce qui a pu mettre en péril soit leur année de formation, soit la continuité de leur formation. Il y en a certains qui ont su, comme vous l'avez bien dit, Cathy,
s'adapter à tout ça, des structures qui ont pu, dans la protection de l'enfant, j'entends, où ils ont pu continuer leur stage. Personnellement aussi, j'ai participé à tout ça. Pendant le confinement, j'ai travaillé. Donc, je me suis adapté. Cette année, j'ai travaillé aussi dans une MEX et du coup, j'ai pu voir une étudiante qui a travaillé pendant toute la période du confinement pour justement compléter un petit peu le manque d'effectifs dans ces structures. Il y a tout ça. Il est vrai que du coup, beaucoup d'étudiants se sont mobilisés par rapport à tout ça, mais aussi il y en a d'autres qui, pour des raisons, il y en a qui ont eu le Covid, qui ont des Covid formes plus graves que d'autres, donc du coup, ça peut aussi les pénaliser par rapport à tout ça, la fatigabilité et la récupération de ces symptômes. Et donc, du coup, ces étudiants aussi ont peut-être été justement, ne pouvant pas retourner en stage, étaient pénalisés par rapport à tout ça. Donc, le bilan était peut-être un peu mitigé pour nous aussi. Donc, d'un côté, oui, ces étudiants ont été formés, comme vous le disiez, Olivier. Oui, c'est ça. Comme vous le disiez, Olivier, ces étudiants ont été formés, ils ont eu un apport de connaissances et de pratiques pas toujours au même niveau, mais du coup, ils ont pu au moins se former, aller sur le terrain et y aller. Par moment, en stage, on a des horaires, mais des fois, on dépasse un petit peu parce que on est obligé justement de pallier à des fois un manque ou un accompagnement qui doit se faire sur le moment. Voilà. Je voudrais dire un mot aussi sur la réserve sociale, ou plutôt vous écouter sur la réserve sociale. Ça avait été lancé en mars dernier, en plein premier confinement. On avait fait appel, c'était parti du ministère, je me rappelle bien, on avait fait appel aux étudiants en travail social pour se porter volontaires, pour devenir bénévoles. Je sais plus si c'était bénévole ou salarié d'ailleurs. Olivier Huet, vous allez pouvoir nous rafraîchir les idées. Oui, je suis désolé, là je vais pas vous suivre. Le ministère était parti sur la réserve sanitaire et une fois de plus, le travail social et médico-social avait été complètement laissé de côté parce qu'on est souvent la dernière roue du carrosse des préoccupations des politiques dans ce pays. Et je rappelle que les conseils départementaux sont les pilotes de l'action sociale sur le territoire et que les élections sont en ce moment. Donc, votez pour les départements. Non, mais c'est important. C'est important. Mais vous avez complètement raison. Ben oui, on peut pas. Les régions ont pour compétence la formation en professionnel et donc la formation en travail social. Donc, il n'y a aucune raison quand on est futur travailleur social, il n'y a aucune raison de s'abstenir. Il y a eu une volonté du gouvernement de mettre en place une réserve sanitaire et la réserve dite sociale, elle a été faite à l'initiative du terrain et notamment d'un ensemble d'acteurs de l'UNAFORIS, l'association qui fédère les centres de formation en travail social. Moi, je sais que, alors c'est le hasard, hein, on a été les premiers à dégainer et puis ensuite d'autres, et notamment l'IRTS de Montrouge a mis en place aussi quelque chose de vachement intéressant. Moi, j'ai tout de suite, quand le premier confinement est arrivé, j'ai tout de suite dit on arrête les stages. Parce que il faut se souvenir de la situation dans les établissements socio-médico-sociaux. La vie du pays était carrément arrêtée. Les établissements travaillaient avec des sous-effectifs monstrueux. On savait qu'ils n'étaient pas dotés de protection minimale, tels les masques, etc. Je ne voulais pas prendre le risque d'envoyer des étudiants dans des situations compliquées et dangereuses. Donc, moi, j'ai dit on arrête les stages. Mais en revanche, tout de suite, on a mis en place sur notre site internet une plateforme de réserve sociale et en essayant de faire en sorte que ce soit des CDD qui soient signés et pas du volontariat. Parce que je pense que il faut pas se moquer du monde et que les établissements avaient besoin de main-d'œuvre. Nos étudiants avaient certes besoin d'apprendre leur métier. Ça n'a pas été compté, c'était pas prévu que ce soit compté comme une période de stage, mais en tout cas du CDD. Et ça a relativement bien marché. On a très vite, alors sur les quelques semaines qui ont suivi cette période-là, on est arrivé à 60 étudiants qui ont été en réserve sociale. Donc ça, c'était vraiment important. Ce que je voulais dire aussi en réaction à la jeune femme qui est monitrice éducatrice qu'on a entendue tout à l'heure, elle disait, oui, quelle que soit la convention, etc., on y est allé. Je trouve ça vachement bien, ça dénote d'un vrai engagement et d'une vraie envie de faire. Il faut quand même pas oublier que dans une convention de stage, il y a 3 signataires, dont le centre de formation, et qu'on est quand même un petit peu responsable de nos étudiants et que je crois que Cathy disait un petit peu ça tout à l'heure, il ne faut pas confondre engagement et
et dévotion aveugle, quoi. Il faut être raisonnable et rationnel parce que sinon, on peut faire n'importe quoi et on peut mettre en danger et les étudiants apprenants et aussi les usagers et les différents bénéficiaires de l'action sociale. Donc, c'était vraiment, on a toujours été sur le fil du rasoir. À ma connaissance, et je pense que Romain nous le dira peut-être, il n'y a pas eu d'accident majeur, il n'y a pas eu de… Voilà, mais il fallait vraiment faire très, très attention que la situation ne génère pas davantage de problématiques que ne propose de solutions. Et puis finalement, dans les différentes interlocutions qu'on a eues avec l'État, on sait bien ce qui s'est passé. Hein, l'État a validé que les étudiants pouvaient valider leur cursus avec une durée de stage de formation pratique plus restreinte, et ça s'est finalement pas trop mal passé. Alors, c'est toujours facile de le dire après. J'étais moi-même pas étudiant en travail social, mais je peux vous garantir que je les ai beaucoup vus, je leur ai beaucoup parlé. Et effectivement, avec les employeurs, hein, qui dans leur immense majorité ont joué le jeu, on a réussi à passer cette époque. Et effectivement, en dotant une grande partie de ces étudiants de compétences qu'ils n'auraient pas pu acquérir dans une situation normale. Très bien. Je vous propose juste un dernier témoignage qui est intéressant, c'est pour revenir sur la réserve sociale. C'est cette fois une étudiante éducatrice spécialisée à l'ERTS de Perpignan, 3e année. Elle s'appelle Camille Ménard-Garcia, elle a 26 ans. Et vous allez voir que là aussi, ça a pu être très formateur. On l'écoute tout de suite. Cette expérience, je la trouve intéressante dans la mesure où elle remet un peu en question la place du stagiaire, au sens où ceux qui, comme moi, ont eu l'occasion d'intervenir dans ce foyer de l'enfance, en l'occurrence parce qu'on a été plusieurs dans ma promo, c'est vrai qu'on est arrivé en ayant directement une place, comme je vous disais tout à l'heure. Et je trouve que c'est à questionner le fait que, voilà, d'un coup, on apparaît dans les plannings, on est attendu, on est considéré comme un professionnel à part entière. Voilà, c'est une expérience qu'on n'a pas quand on est stagiaire, parce que ça dépend des lieux où on se trouve. On est en plus de l'équipe, c'est très confortable, on est plus ou moins reconnu, etc. Mais on n'a pas cette place et du coup cette responsabilité qu'on a pu nous donner là en intervenant de cette façon-là en tant que réserve sociale. Et voilà, je pense que c'est quelque chose à retenir dans la place. Ça questionne la place qu'on donne aux stagiaires en tout cas. Et je sais que dans d'autres pays, du coup, vraiment, les stagiaires sont des salariés. Il y a un contrat qui est signé au préalable. Il est reconnu comme un salarié lambda. Et je trouve qu'en termes de responsabilité, c'est vraiment autre chose. Et voilà, cette place, ça permet vraiment de se projeter en tant que professionnel. Voilà, donc vraiment extrêmement formateur. Voilà, je voulais qu'on l'entende parce que effectivement, ça donne encore un bon exemple de ce qu'a pu apporter de positif les formations pratiques. Là, en l'occurrence, c'était de la réserve sociale, mais finalement, c'était si formateur pour elle qu'elle est restée employée de ce lieu où elle a été engagée provisoirement. Maintenant, elle est en CDI. Voilà. Il est 15h20 presque, il va être temps de parler des épreuves, puisque c'est quand même le 3e ingrédient particulier de cette année en plein Covid. Alors là encore, je me permets de citer ce qu'a pu édicter comme règle l'État, avec des consignes notamment qui étaient que, dans la mesure du possible, les examens de fin d'année devaient se dérouler à distance. Et en cas d'impossibilité, les épreuves devaient être organisées en présence physique, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ça pouvait même être reporté à une date ultérieure. Donc là encore, c'était particulier. Comment ça s'est passé chez vous, Olivier Huet, cette année? Vous parlez de 2020, 2020 ou 2021? 2021. Ah, 2021. Écoutez, les épreuves. Alors 2021 pour les formations post-bac, donc de niveau 6 maintenant, AS, ES, EJE, CESF et ETS. 2021, c'est la première promotion de la réforme 2018, qui donc a modifié radicalement et le déroulement de la formation et le déroulement de la certification
ce sont les premières promos qui sont officiellement gradées licence. Donc, on peut dire que ce sont les promos qui ont vécu, je leur tire mon chapeau, aux promos 2021, qui ont vécu non seulement la réforme, ce qui s'est annoncé quand même un peu compliqué parce que pour les établissements de formation, comme on a des réformes tous les 3-4 ans, c'était un petit peu compliqué. Il y a des choses auxquelles on ne s'habitue pas assez facilement. Et puis en plus avec la crise. Donc cette année, à l'EPSS, mais je pense que dans une grande partie des établissements de formation en travail social, on a fait une mise en œuvre de la certification de manière tout à fait normale. C'est-à-dire que l'épreuve du mémoire est toujours la seule épreuve qui est organisée par les services de l'État, hein, que ce soit rectorat ou ce qu'on appelait encore il y a peu de temps les DRJSCS. Et tout le reste est organisé par les centres de formation et nous, on l'a fait en présentiel dans des conditions tout à fait normales parce qu'on avait les moyens de le faire et que en cette fin d'année, mais même sur les épreuves intermédiaires, on a tenté de jouer ce jeu-là et on a joué ce jeu-là. Sur cette question de... Et c'était donc la première fois hein, que les établissements de formation devaient organiser ça d'elles-mêmes. Alors, c'était la première fois que les établissements de formation devaient organiser l'ensemble des épreuves de certification de l'ensemble des domaines de compétences, à l'exception de l'épreuve du mémoire, toute seule. Et j'en profite pour dire, pour que quand même ce soit bien su pour tout le monde, que c'est une décision qui émane de l'État, puisque les référentiels de formation sur les diplômes d'État émanent de l'État, alors des GCS, enseignement supérieur, tout ce qu'on veut. Mais que pour autant, dans la majeure partie des territoires métropolitains notamment, et j'imagine qu'en Outre-mer c'est la même chose, les établissements de formation n'ont pas du tout été soutenus financièrement par les conseils régionaux pour mettre en place l'ensemble de ces épreuves. Et le PSS, c'est juste pour que les gens aient une idée, et je ne vais pas pleurer, hein, mais il faut quand même que les gens se rendent compte, c'est 60 000 € d'investis pour faire passer les épreuves. Donc 60 000 €, c'est un peu plus d'un équivalent temps plein chargé employeur. Voilà. Donc il y a un salarié que nous n'avons pas pu embaucher parce que si nous en avions eu besoin. Donc voilà, c'est énorme et voilà. Alors c'est pas directement le problème de la crise Covid, mais je pouvais pas ne pas le dire parce que c'est quelque chose qui vraiment est au cœur des préoccupations de l'appareil de formation aujourd'hui. Si je reviens à ce qui nous préoccupe. Je crois pouvoir dire que les conditions de passation des certifications pour la promo 2021 s'est passé de la manière la plus normale possible. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas de la promotion 2020 de Romain, on le sait. Là, c'est en contrôle continu. Hein, en 2020, il n'y avait pas eu d'épreuve de fin d'année. Vous, Romain Birolini, qu'est-ce que vous avez entendu à la FNEMS globalement cette année sur le déroulement des épreuves? C'est des épreuves correctement organisées ou est-ce qu'il y a eu des pataquès? Alors, il y a eu un gros pataquès, comme vous le dites, dans les Hauts-de-France, du coup, pour les étudiants éducateurs spécialisés et les moniteurs éducateurs, qui sont retrouvés avec le rectorat de Lille, avec un gros couac, des convocations arrivant tardivement, des oraux annulés à la dernière minute, des doubles convocations des convocations pour des personnes au même moment, ou des où on donne rendez-vous à un étudiant mais qui a sur un lieu, mais en fait il a rendez-vous sur un autre lieu, donc c'était très compliqué. Apparemment la chose a été réglée depuis vendredi, entre vendredi et hier. J'attends un peu plus d'informations là-dessus. Et du coup voilà, ça crée justement un gros couac pour ces étudiants déjà qui ont été malmenés pendant un an et demi. Justement par la crise sanitaire, et du coup on se retrouve avec des étudiants qui ne savent pas comment faire pour passer leurs examens, donc dans l'ensemble c'est assez compliqué. Sur les Hauts-de-France? Voilà, sur les Hauts-de-France. Voilà. J'ai pas entendu d'autres, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres régions qui ont été touchées, mais c'est vrai que du coup les étudiants, pour beaucoup, et ça rejoint la question des stages, c'est que du coup, ils doivent produire un mémoire ou des productions écrites en lien avec leur lieu de stage. Et pour ces étudiants qui n'auraient eu malheureusement pas eu suffisamment d'heures de stage ou de récolter de données, pardon, sur leur mémoire, on va dire, du coup, ça peut aussi les pénaliser par rapport à tout ça.
Donc, du coup, c'est vrai que les épreuves cette année sont un peu en demi-teinte. On arrive sur une première promotion 2021 avec, du coup, pour les centres de formation, revoir toute la logistique et puis même les attendus du diplôme, parce que du coup, on ne sait pas. Enfin, j'imagine, Olivier Huet, vous avez dû vous adapter, vous, avec cette nouvelle réforme et comment, justement, évaluer ces étudiants. C'est une question. Oui, c'est une question, mais c'est plus une remarque aussi. Mais là, en revanche, je vous remercie Romain parce qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais là, je crois que l'une des vraies problématiques de la réduction de la formation pratique pour un certain nombre d'étudiants a pour conséquence négative cette difficulté à élaborer sur un mémoire. Ça, c'est certain. Et ça, alors, les formateurs en général ont accompagné, ont essayé de trouver des solutions, mais à mon avis, s'il faut retenir un vrai point noir de cette diminution de la formation pratique, il est là. Moins de matériaux pour élaborer une pensée professionnelle dans le cadre d'un mémoire, ça c'est certain. Alors après, on peut le chercher autrement, le matériau, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on a une idée des taux de réussite? Il est trop tôt là pour le savoir. Cette année, oui, c'est trop tôt. D'accord. L'année dernière, les taux de réussite étaient sensiblement, enfin, en tout cas, moi, en Île-de-France, qui est la région dans laquelle je suis, les taux de réussite des promos 2020 étaient sensiblement similaires à un taux de réussite normal, et voire même légèrement au-dessus. Voilà. Mais ça, je tiens vraiment à le redire. On a pour la promo 2020, pour laquelle on était en contrôle continu, je pense qu'il y avait une telle phobie dans les écoles de se voir taxer de délivrer des sous-diplômes qu'on a vraiment fait attention, qu'on a les équipes pédagogiques ont beaucoup travaillé pour reprendre toutes les notes, toutes les évaluations, plus ou moins officielles, enfin tout ce qu'on avait travaillé avec les étudiants pour proposer au service de l'État des notes qui soient vraiment. Alors on pourra toujours dire qu'il y a eu des injustices, mais il n'y a pas plus que les autres années, hein, des étudiants qui méritaient d'être diplômés, qui n'ont pas été, et inversement. À la marge, il y en a toujours. Mais l'année dernière, il y a eu un gros travail dans les écoles pour justement éviter toute problématique majeure de ce côté-là. Et les étudiants qui ont été diplômés l'année dernière l'ont été normalement. Et il faut vraiment... et que les employeurs en soient persuadés, que les étudiants eux-mêmes en soient persuadés. La promo 2020 dans laquelle était Romain n'est pas une promo mal diplômée. Si Romain a eu son diplôme, c'est parce qu'il le méritait. Ça fait aucun doute. Et pour cette année, ce sera pareil? Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Je vous propose juste d'écouter Leslie Petit à nouveau, parce qu'elle nous a raconté comment elle avait vécu la sortie de cette épreuve de fin d'année. C'est assez émouvant. Écoute. Hier, il y avait une sacrée délivrance et une certaine fierté. On a tenu, on est allé au bout. On ne sait pas ce que ça donnera, mais on ne l'aura pas offert en tout cas. Voilà, parce que des guidances, on ne les aura pas eues. Nos dossiers, on les aura montés. Les préparations aux oraux, elles n'auront pas été faites non plus, comme c'était prévu. L'épreuve écrite sur table, on n'en a jamais fait. On les a fait chez nous. Donc voilà, clairement, notre promotion, elle l'a subi de plein fouet et notre diplôme, il n'en ressort pas, pour moi, il n'en ressort pas d'évalué, quoi. Vraiment pas. Voilà. On a bientôt une dernière demi-heure pour pouvoir continuer la discussion. J'ai envie de vous demander de manière un peu large maintenant qu'on a passé en revue finalement les différents ingrédients de cette année particulière, quels sont les atouts particuliers finalement qu'on pourra relever dans ces conditions de Covid, hein, si on peut utiliser cette expression. Alors Cathy Lemoine, puisque vous êtes la porte-voix des employeurs aujourd'hui,
Qu'est-ce que vous en attendez de cette promotion qui aura vécu cette année si particulière, comme atout, en tout cas, pour commencer? Eh bien, pour rejoindre les propos qui se sont dits et pour surtout pas mettre plus de pression là où il n'y a pas à en mettre plus, partir du principe que ce diplôme, s'il est acquis, il est acquis. Et je ne vois pas pourquoi j'irais regarder les dates d'acquisition des diplômes pour venir dire « Ah, attention, quelqu'un l'aurait obtenu en 2020 ou 2021, il est supposé ne pas être complètement équipé pour venir remplir la mission que je vais lui confier. » Très sincèrement, je pense qu'il n'y aura pas d'employeurs qui vont faire ce mouvement-là, très honnêtement. Alors, pour plein de raisons. Parce qu'on a nous-mêmes eu affaire à vous, stagiaires, pendant cette année-là, et on a nous-mêmes pu constater que vous n'avez jamais démérité en termes d'engagement. 2, on croit beaucoup aussi à la capacité de monter en compétences par l'expertise, par le travail pratique et par la mise en œuvre. 3, très souvent, on se rend compte qu'un jeune salarié diplômé, tout jeune diplômé, a souvent besoin de repasser par des modules d'acquisition de compétences précisément sur la spécificité du terrain et du secteur qu'il a choisi. Ce qui fait que le niveau d'entrée dans les établissements qui garantit de la qualité professionnelle, il va être passé très aisément, il ne posera aucun souci et on va reproduire à l'infini ce qu'on a toujours fait. À la rigueur, je dirais même plus, si ce sont des gens sur leur CV qui ont dit, voilà, moi j'ai été à la réserve sociale, j'ai travaillé ça, j'ai fait un mémoire là-dessus quand même, je dirais c'est presque une plus-value. Plus qu'une dévaluation, c'est-à-dire que ça donne à voir combien ce sont des professionnels qui ont cette capacité d'adaptation, c'est attendu par un employeur, qui ont cette capacité d'humilité, c'est-à-dire que peut-être tout n'a pas été travaillé dans les règles de l'art, mais au fond, est-ce que le travail qui a été mené, il a été fait avec engagement, avec sincérité, avec professionnalisme et avec souci de la personne accompagnée? Moi, ce que je recherche chez un professionnel, au-delà de sa qualification, c'est est-ce qu'il a le souci de l'autre ? Le vrai souci de l'autre, c'est-à-dire avec quoi il vient au travail social et comment il a envie de s'engager dans une association, dans une institution. C'est ça, moi, qui me convient. Petit 4, on est dans une transformation de l'offre extraordinaire à l'heure actuelle et les employeurs traversent ça avec les futurs professionnels, donc les stagiaires futurs diplômés. Et on doit chacun s'adapter les uns aux autres. C'est-à-dire que plus ça va, plus, par exemple, on a des contrats CDD. Avec des personnes qui refusent des CDI. Et c'est des jeunes diplômés, mais qui disent, moi, j'ai envie de m'essayer à certains métiers, j'ai envie de butiner. Et quand je dis ça, je porte aucun regard péjoratif là-dessus. Par contre, ça nous tricote et ça nous fait tricoter un doux paradoxe qui est la permanence éducative. C'est-à-dire comment, dans les équipes, on peut garantir d'une certaine permanence, alors même qu'on a un turnover très important choisi par les professionnels eux-mêmes et pas subi. Donc, vous voyez, on est loin. Enfin, si je pouvais rassurer tous les gens qui sortent avec leur diplôme, je le ferais. Très honnêtement, à aucun moment, on va regarder ça. Mais à aucun moment. C'est comme le principe de l'utilité sociale. Vous savez, c'est un gros mot, c'est-à-dire penser que le diplôme est dévalué comme se dire, eh ben, allons regarder notre utilité sociale. En creux, si on dit, on va évaluer l'utilité sociale, ça pourrait venir dire qu'on n'en a pas. Mais non, ça vient juste dire qu'il faut sortir de l'invisibilité du travail social et le rendre visible pour ce qu'il a de joli et toutes les belles lettres de noblesse qu'il a. C'est ce qu'a mis en exergue le Covid. C'est le travail social, bien qu'il n'ait pas été applaudi aux fenêtres, il a continué d'être mené, de se faire. Il s'est mobilisé tout seul et il a su faire face tout seul. On n'a pas attendu qu'on vienne nous dire, allez, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On l'a fait. On l'a fait pourquoi ? Parce que, 1, je pense qu'on sait le faire. 2, on a beaucoup de force de ce côté-là. 3, par contre, il suffit de penser que la vocation est le seul principe d'entrée dans le métier du social. C'est un métier à part entière et tous ces stagiaires qui sont venus témoigner sont venus le dire. C'est un métier qualifié et qualifiable. Ça veut dire que dans ces cas-là, doit se conduire la question de la juste reconnaissance du travail social. Donc, aucune crainte. Monsieur Huet, vous avez ce type de sentiment? Vous pensez que les atouts l'emportent sur les lacunes éventuelles? Mais je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rajouterai 2 choses. Enfin, je compléterai. D'abord, il n'a jamais été écrit nulle part qu'il n'y avait qu'une seule façon de devenir éducateur spécialisé, assistant de service social, etc. Il y a plein de façons de le devenir. Aujourd'hui, on a un référentiel
de formation qui est décliné d'un référentiel compétences, mais on pourrait former des éducateurs spécialisés radicalement autrement. Et d'ailleurs, à certaines périodes de l'histoire, on les a formés différemment et ils n'étaient pas moins bons, ni meilleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, ils étaient autres, mais ils étaient compatibles avec les missions qu'on leur donnait. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, si j'avais face à moi quelqu'un qui osait dire que les travailleurs sociaux formés dans ces années-là n'avaient pas la compétence d'un travailleur social formé dans une année normale, je pense que je pourrais assez rapidement me mettre en colère parce que ce serait faire fi de tout ce qu'ont traversé ces étudiants, des situations familiales parfois compliquées, du cas contact en famille ou chez soi-même, des gens qui ont été malades, des conditions de formation qui ont été… Alors, on a souvent dit que la formation avait été mise en œuvre dans des conditions dégradées. C'est un peu le vocable que moi j'utilisais, mais dégradé… On n'est jamais dégradé autrement que par rapport à une norme. Donc, on était dégradé par rapport à la norme qu'on aurait dû mettre en œuvre ou respecter. Voilà. Mais pour autant, c'est ce qu'on dit depuis une heure. Je pense que pour reprendre une métaphore maritime, je pense que quand on gouverne un bateau dans la tempête et qu'on arrive au port, on a sans doute plus appris à gouverner un bateau que quand on traverse une mer calme. Et c'est ce qui s'est passé pour les étudiants en travail social depuis 2 ans. Et je pense qu'ils vont s'ennuyer quand il n'y aura plus de Covid. Bon, nous, on va se reposer un peu quand même. Alors, Non, il y a une question. ce serait vraiment scandaleux de considérer que ces diplômes sont des sous-diplômes d'une manière ou d'une autre. Je pense que la jeune femme de monitrice éducatrice l'a très bien dit. Oui, ce serait scandaleux, oui, absolument. Voilà qui répond. Allez-y, je vous en prie. On devrait leur donner une prime, je pense. On ne relancerait pas comme ça la prime Covid, c'est moche. Non, une prime de compétence. Bon, en tout cas, je pense que la réponse est déjà apportée à la question du webinaire, là, manifestement. Il y a une question que vous m'aviez évoquée, Romain Birolini, c'est celle aussi des découragements pendant cette année difficile et que, justement, dans la solitude du travail à distance, des cours à distance, vous avez pu, voir à la FNEMS des étudiants décrochés. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu beaucoup d'abandon cette année? Alors, à notre connaissance, on n'a pas encore de chiffres. On essaye de récupérer des informations ici et là pour savoir à peu près combien d'étudiants déjà de première année auraient abandonné le cursus. Sur notre rapport d'enquête qu'on a sorti il y a quelques semaines sur les étudiants de première année, si les conditions d'études continuaient, on avait sur 475 étudiants interrogés 12,8% qui ne continueraient pas dans ces conditions et 21,7% qui ne se prononceraient pas. Donc ça vient déjà questionner sur des étudiants qui, après une année assez compliquée, continueraient. Et du coup, la question, c'est de savoir si, à la fin de cette crise sanitaire, et je l'espère vraiment, que les étudiants puissent justement se dire je continue dans le travail social, que ce soit les étudiants de première, deuxième, et ceux qui vont être diplômés cette année. Mais du coup, on entend beaucoup de personnes se reconvertir suite à la crise sanitaire, de repenser un petit peu leur travail. Et du coup, pour l'observer régulièrement, on note quand même un manque de travailleurs sociaux. Et du coup, la question se pose de savoir si en 2023, les personnes touchées de première année par les étudiants de la promotion Covid première année, combien y en aura-t-il à la fin? Et c'est là où ça pose des questions. C'est encore trop tôt pour le dire. Il faudrait voir en fin d'année avec les centres de formation et pour justement faire une évaluation de combien d'étudiants ont déjà arrêté. Mais c'est vrai que ça pose de soucis. Mais de là aussi, il faut aussi dire aux étudiants que du coup, suite à la crise sanitaire, le travail social est plus que jamais demandé. Et il y aura toujours plus de demandes parce que du coup, ça a relevé une vraie problématique sociétale. Et du coup, je pense que c'est nécessaire qu'on ait un maximum de travailleurs sociaux formés pour justement accompagner les personnes dans le besoin. Donc, du coup, je pense qu'il faut pouvoir continuer
Et même si c'est compliqué par moment la formation, il ne faut pas lâcher. Vous, Cathy Lemoigne, vous sentez une pénurie qui s'aggraverait et il y aurait une crainte justement là-dessus parce que donc là, voilà, on voit qu'effectivement les diplômés de 2020 comme de 2021 ont eu leur diplôme bien mérité, mais est-ce qu'effectivement la question n'est pas plutôt est-ce qu'ils seront assez nombreux pour les prochaines années? Si, c'est une vraie question. On voit, alors je pense que le Covid a zoomé sur les difficultés, elle les a mis en exergue, mais c'était des difficultés qui remontaient d'avant, ça a accéléré le process. C'est-à-dire que c'est venu réfléchir, parce que ce que dit Romain, chez nos professionnels, ça a été le cas aussi. Moi, j'ai des professionnels qui ont démissionné quand on a déconfiné parce que le confinement a été l'instant de trop sur la réflexion autour de sa place dans le travail social, les moyens qui sont alloués, la capacité de pouvoir le faire, les valeurs qu'on y accroche et à un moment donné, les conditions de travail. Donc, très clairement, tout ça mis dans une cocotte minute qu'a été la crise sanitaire a fait évacuer beaucoup de vapeur chez certains. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'offres qui se retrouvent sans personne en face. Je sais pour autant qu'il y a des professionnels qui viennent tout juste d'être diplômés. Eh ben, moi, j'ai des annonces de CDI temps plein qui ne sont pas pourvues avec 0 candidature. Alors, il y a toujours la question de l'attractivité géographique. Je vous passe le fait que je vis en Mayenne et que la Mayenne n'a pas un caractère comme ça tout de suite d'emblée très sexy. Pour autant, on y vit très bien. Hein. Je profite de faire une petite annonce. Mais globalement, même mes collègues de Nantes, qui jusque-là n'ont jamais été touchés par des problèmes d'attractivité du secteur, le sont particulièrement aujourd'hui. Et c'est pas qu'une histoire de protection de l'enfance ou de handicap ou de globalement, ça se joue. Il y a un deuxième élément qui nous fait très très mal aujourd'hui, c'est la mission Lafourcade et l'évolution en fait du Ségur de la santé. Donc les valorisations de salaire constitutives. Les valorisations de salaire, effectivement, qui aujourd'hui font qu'on a un exode des professionnels du social vers le médico-social, puisque pour 183 € net de différence sur un même salaire et une même fonction, je comprends que les gens passent le cap. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, nos nouveaux professionnels qui se présentent à nous, ils viennent pas tant parce qu'ils ont envie du secteur choisi que de trouver un emploi qui va leur garantir de trouver un certain équilibre entre vie pro et vie perso. Et on a des salariés qui font du benchmark, c'est-à-dire qu'ils vont voir à droite, à gauche comment ça se passe et qui finissent par choisir. Quand je dis ça, de même, hein, je suis pas du tout critique, mais je dis pas, c'est pas faire, c'est pas bien. Mais le constat, il est assez terrifiant. Aujourd'hui, on a une ubérisation du travail social de plus en plus marquée. On a pourtant vécu de la déqualification professionnelle dans les EHPAD. Ça fait longtemps que ça vit. Et aujourd'hui, on commence à la voir dans tout le secteur. Et moi, je suis fortement inquiète parce que à cette difficulté s'oppose un hyper-engagement des gens qui s'usent prématurément et qui, du coup, en milieu de parcours, vont voir ailleurs parce que c'est trop leur demander. Et voyez bien, on se retrouve dans quelque chose qui n'est plus du tout logique, c'est-à-dire que la question du travail ne doit pas être que du labeur, c'est aussi du plaisir au travail, de la capacité à pouvoir le faire et de la reconnaissance à la dureté du labeur. Et ben aujourd'hui, ça, on ne l'obtient pas et ça, aujourd'hui, ça ne passe plus. C'est-à-dire que nos professionnels ne se suffisent pas de se dire « j'ai la vocation, ça me va bien ». La vocation, aujourd'hui, elle est trop pesée du côté du bénévolat. Elle est trop assimilée à ça. Aujourd'hui, ce qu'on veut dans le travail social, c'est une reconnaissance d'un travail difficile, délicat, mais surtout utile pour la société. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que veut la société ? Est-ce que la société veut s'engager sur du travail social et venir aider les plus vulnérables ? Ou est-ce que la société, elle construit quelque chose de bien plus individualisé qui finalement détruit tout le fond de notre amarrage en fait du travail social et fait qu'on se délite même sur nos propres valeurs. Moi, je suis inquiète. Alors, ce que vous évoquiez, ça rejoint ce qui avait déjà été abordé par Olivier Huet tout à l'heure, c'est la réforme des diplômes en 2018, puisque là, justement, il y avait un souci de revalorisation, un renfort des compétences, en tout cas pour 5 diplômes, assistant de service social, CESF, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, éducateur technique spécialisé. Et donc, effectivement, c'est pour ceux qui sont rentrés en études en 2018, ils sont les diplômés de cette année, comme vous le disiez, vous le soulignez, Olivier Huet. Est-ce que là, on peut déjà dresser un premier bilan de cette réforme-là. Olivier Huet, vous, du haut de l'EPSS, les études ont été transformées de fond en comble. Est-ce qu'on va vraiment vers des nouvelles compétences ? Si vous me permettez, je vais juste reprendre quelques secondes le sujet précédent parce que c'est important.
On n'a pas du tout, et c'est parce que ce n'était pas le sujet, on n'a pas parlé des gens qui étaient rentrés en première année à la rentrée 2020. Pour eux, ça a été compliqué, et c'est souvent chez eux qu'il y a eu de la désaffection, hein, le fameux décrochage dont parlait Romain. Alors, c'est évidemment dû à la crise, mais c'est multifactoriel. Il ne faut pas oublier que c'est la promotion qui rentrait l'année dernière est la première promotion Parcoursup pour les formations post-bac. C'est-à-dire que les modalités de, entre guillemets, sélection, même si le mot est tabou, hein, les modalités de sélection, d'admission à l'entrée dans les établissements de formation à travail social ont été radicalement modifiées et qu'on a sans doute eu affaire à… Alors là, il faudra quelques années pour qu'il y ait vraiment des études sociologiques et sociodémographiques sur ces questions-là, mais on a sans doute des étudiants à l'entrée un petit peu différents de ce qu'ils étaient les années précédentes, et ça, c'est un effet Parcoursup qui risque de s'amenuiser, mais en tout cas, l'année dernière, on l'a vécu. Et je rappelle… un peu différent, moins engagé? Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, mais en tout cas, un peu différent. Ça, c'est la première chose. Donc, il faudra qu'on mesure les effets Parcoursup et là, qu'on combine les effets Parcoursup avec les effets du Covid. Je rappellerai que l'année dernière, on a fait Parcoursup pour la première année et qu'on n'a pas pu faire des entretiens, quand on avait décidé de faire des entretiens quand même s'il n'y avait plus d'épreuves écrites de sélection, on avait prévu des entretiens en présentiel, on n'a pas pu les faire l'année dernière du fait du Covid, et que l'immense majorité des écoles ont fait des admissions uniquement sur dossier. Autant vous dire que nécessairement, on a peut-être admis des gens qu'on n'aurait pas admis, c'est peut-être ces gens-là qui ont décroché en cours de la première année. Alors, c'est un raccourci, on n'en sait rien pour l'instant, mais en tout cas, c'est polyfactoriel. La deuxième chose, pour rejoindre ce que disait Cathy, c'est la question du… Moi, je suis en Ile-de-France, et en Ile-de-France, honnêtement, il n'y a pas 15 jours sans que j'ai un directeur ou un directeur général d'association qui me disent « on n'arrive pas à embaucher, aidez-nous ». Soit à quoi on leur répond, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut savoir que ce sont les conseils régionaux qui financent la formation professionnelle en travail social, et que les conseils régionaux nous donnent ce qu'on appelait avant des quotas ou des numerus clausus, et on ne peut pas former plus d'étudiants que la région nous autorise à en former. Donc ça, il y a aussi des interlocutions à avoir. Nous, on en a avec nos régions. Je pense que les URIOPS et l'UNIOPS doivent en avoir aussi avec leur région, avec Régions de France, parce qu'il faut que les régions déverrouillent ces quotas. Alors évidemment, ça veut dire mettre de l'argent, mais déverrouillent ces quotas pour qu'il y ait plus de travailleurs sociaux formés, et qu'ensuite, ceux qui veulent aller faire autre chose puissent le faire, parce que c'est leur liberté et c'est très bien, sans que ça n'impacte le secteur pour lequel on aurait formé juste autant de travailleurs sociaux qu'on a pensé qu'il en fallait. Parce que forcément, si on n'en prévoit pas 30% de plus, ça ne marche pas. Sans compter aussi que les gens bougent d'une région à l'autre, et que ça doit être régulé au niveau national. C'est un des effets un peu pervers de la décentralisation. La seule solution qui est la nôtre et celle des employeurs, c'est l'apprentissage, puisque, comme vous le savez, l'apprentissage est sorti des compétences des régions et plutôt géré via les OPCO maintenant. Il n'y a plus de quotas d'apprentis, donc on peut former des apprentis. Et d'ailleurs, on voit bien que depuis l'année dernière, notamment, le nombre d'étudiants qui veulent faire leur formation en apprentissage a considérablement augmenté, et que les employeurs eux-mêmes s'y mettent de plus en plus. Mais à un moment donné, de toute façon, on ne pourra pas pousser les murs des écoles. Il faudra aussi que les conseils régionaux nous accompagnent sur notre capacité à former plus de gens, parce qu'effectivement, il y a un cruel déficit de travailleurs sociaux formés en France. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Parcoursup, ce n'est pas anodin. Et puis, cette histoire des quotas. Mais quand même, alors je ne sais pas si c'est un effet de Parcoursup. La crise a révélé aussi quelque chose qu'on savait sans l'avoir réellement éprouvé, qui est la grande fragilité sociale d'une grande partie d'étudiants en travail social. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert pendant la crise que j'avais des étudiants qui dormaient dans leur voiture, par exemple. Et ce n'est pas des cas isolés. Il y a beaucoup d'étudiants en travail social qui sont en grande précarité. Ils sortent parfois, alors on pourrait dire, ouais, mais normalement, c'est les premiers à savoir comment aller chercher des aides, etc. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc là, il y a une vraie question de l'accompagnement social des étudiants en travail social, ce qui est quand même assez aberrant quand on y réfléchit bien. Mais c'est une vraie problématique. Et je pense que les gens qui ont décroché en première année, notamment, sont aussi des gens qui avaient des situations sociales tellement complexes qu'à un moment donné, le premier truc qu'on abandonne, c'est les études, parce que le reste, c'est… Enfin, vous voyez, je ne vais pas vous faire la pyramide de Maslow, mais il y a quand même des choses qui étaient prioritaires avant les études. Et ça, et comme en plus, une année normale, on est au quotidien avec les étudiants, donc on les voit, on peut les soutenir, les accompagner. Là, ils étaient à distance.
on les a pas vus tomber, et ils sont tombés. Et pour certains, on n'a jamais su, on n'a pas pu les rattraper. Donc là, ça, c'est s'il faut chercher un effet négatif de cette crise du point de vue de la formation, je pense qu'il est vraiment là. La possibilité qu'ont eu les centres de formation, mais même aussi les employeurs, parce que pendant les stages, on peut repérer qu'un étudiant a des problématiques sociales graves, ou autres d'ailleurs. Et là, la distance, quand vous êtes à distance de l'autre vous voit moins bien. Je pense que c'est une tautologie du travail social qu'il ne faut pas oublier. Sur la question que vous me posiez, Olivier, sur La réforme de 2018. la pertinence de la réforme de 2018, j'espère qu'il n'y a pas trop de DGCS qui nous regardent. Vous le sauriez peut-être, ou du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Moi, je n'en suis pas un ardent défenseur parce que je pense qu'elle n'est pas allée au bout du process qu'elle se proposait d'explorer. Pour autant, sur la formation professionnelle, elle n'a pas radicalement changé les choses. Hein, elle a réorganisé un petit peu les choses entre certains domaines de compétences. Ça n'a pas changé grand-chose. Il y a quelques modalités de certification qui ont évolué, mais voilà, il y avait une grande réforme en 2007 et il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres encore. Je ne pense pas que le problème il soit là. Le vrai problème, il est sur la question de l'universitarisation et du grade licence. Alors, à laquelle je souscris, hein, le PSS, et j'aurais une mauvaise grâce, le PSS est la première école en travail social à avoir intégré une université. Le PSS est établissement composant d'une université. Donc, je suis directeur de composante, comme le directeur de l'UFR de droit, etc., etc. Même si je suis resté, le PSS est resté associatif et privé non lucratif. Mais donc, l'université, c'est très bien. Je veux dire, ça peut être très bien à partir du moment où on considère que pour devenir un travailleur social, alors là, on est plutôt sur le post-bac, hein. Il ne faut pas oublier les ME, les TISF, etc., qui sont pas logés à la même enseigne. Mais en tout cas, pour le post-bac, il est certain que c'est sans doute intéressant pour devenir un travailleur social d'être solidement équipé et avoir un étayage fort sur l'ensemble de ce qu'on va appeler les disciplines contributives, que sont rapidement dit les sciences humaines, la socio, la psycho, la philo, les sciences de l'éduc, et puis un peu de droit, et puis un peu de géographie, et puis un peu, voilà. Ça, c'est très bien, et sans doute que l'université peut nous amener des choses intéressantes. L'autre chose qui est très intéressante, et dans laquelle moi je me suis beaucoup investi, c'est toute la question de la recherche en travail social. Alors effectivement, la question de la recherche en travail social pourrait ne pas impacter directement un étudiant de première année ou de deuxième année, mais il y a aussi moyen d'inclure les cursus de première, de deuxième année, troisième année et les étudiants dans des dynamiques de recherche, même si c'est à petit niveau, c'est des petites choses, parce que la posture du chercheur peut alimenter la posture du professionnel. Donc ça, je pense que c'est un effet bénéfique de cette réforme, c'est de nous avoir poussé. Alors, on n'a pas tous fait les mêmes choix, mais maintenant, beaucoup de centres de formation en travail social ont leur centre de recherche ou ont des salariés qui sont affiliés à des labos, etc. Donc ça, c'est intéressant. Là, le grade licence, on voit bien que dans l'immense majorité des écoles, les écoles ont passé des conventions avec des universités et on propose un titre, hein, un cursus unique à double validation avec le diplôme d'État et une vraie licence, parce que le grade, c'était un peu la poire coupée en deux et beaucoup sont allés au-delà. Donc voilà. Donc après, il faudra. Là, c'est la première année diplômée. En plus, elle a été impactée par le Covid. Donc, pour faire une évaluation pertinente, ça va être un peu compliqué. Il faudra attendre, à mon avis, encore 2 ou 3 promos pour que dans 2-3 ans, on puisse faire une vraie évaluation de cette réforme. Et avec un peu de chance, au moment où on pourra faire cette vraie évaluation de réforme, on ne nous aura pas encore proposé la réforme suivante. Mais cette reconnaissance donc au grade, à défaut de la licence proprement dit, les étudiants peuvent en attendre de meilleurs salaires. C'est un peu ça qui est attendu, non, Romain Birolini, avec cette revalorisation de 2018? Ah bah effectivement, c'est la grande interrogation. Du coup, est-ce que du coup le grade licence va permettre aux étudiants d'avoir accès à un meilleur salaire? Mais là encore, je pense que c'est beaucoup plus large sur une certaine question. Je vois mes collègues diplômés aussi se battre pour une Revalorisation. Voilà, je vous remercie de la Convention 66 qui, depuis longtemps décriée et qui peine à évoluer. Donc du coup, comme vous le disiez Cathy tout à l'heure, beaucoup de professionnels choisissent le CDD, l'intérim pour des questions de salaire aussi, parce que du coup, un jeune diplômé qui commence dans la vie active en CDI ne touche que
à peine le SMIC. Donc, du coup, des fois, c'est un peu compliqué de se projeter plus largement. Donc, je pense que du coup, c'est une réelle question à voir avec la DGCS et d'autres instances, je pense, pour vraiment une refonte complète de la Convention 66 et de revaloriser pas seulement les nouveaux diplômés, mais aussi l'ensemble des professionnels sur la grille du salaire, et puis pour voilà, revaloriser l'attractivité du travail social, on va dire. Parce que du coup, malgré tout, malgré aussi qu'on ne vient pas dans le travail social par hasard, il y a un coût financier qui reste difficile. Et à moins d'évoluer dans sa carrière, ce que beaucoup de travailleurs sociaux font le choix de ne pas faire, du coup, ça reste compliqué. Donc, est-ce qu'il y a des solutions miracles? Je ne pense pas. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être travaillées à la fois avec les différents partenaires? Je pense. Mais du coup, il faut que tout le monde mette le pied à l'étrier pour que ça se mette en place. Alors, du côté des employeurs, Cathy Lemoigne, vous, cette promo, voilà, en tout cas pour les 5 diplômes concernés, cette promo qui arrive avec des diplômes maintenant au grade licence, vous en attendez des compétences nouvelles? Vous allez vous empresser de les revaloriser? Alors, si je veux pas me prendre un carton rouge sur fond d'euros, je vais essayer d'avoir un propos tout à fait rond et consensuel. Bon, ce que je sais pas tout à fait faire tout le temps, donc je vais quand même mettre les pieds dans le plat. Moi, ce que je regrette, c'est que les employeurs ont été très peu concertés, en fait, sur cette question d'évolution du diplôme, parce que peut-être j'en aurais dit autre chose, parce que je crois que c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. C'est un peu ce que disait Romain, c'est-à-dire on se dit, bah tiens, tel niveau d'études, on va le faire augmenter. Mais c'est une question beaucoup plus globale que ça, qu'un certain niveau d'études ou un certain niveau de diplôme. Le grand risque au concours, c'est quoi? Quand on est gestionnaire, on est appelé aujourd'hui à signer ce qu'on appelle des CEPOM, donc des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Un CEPOM, ça dit quoi? Ça dit ce que vous allez faire et les moyens qui vous sont alloués pour le faire. Et ça va jusqu'à donner toute la liste de vos professionnels, leur niveau de qualification et l'évolution dans la grille pendant 5 ans. Donc, c'est le contrat avec les pouvoirs publics. Hein, voilà. Vous êtes bloqué. Pendant 5 ans, vous êtes bloqué dans le sens où, de toute façon, vous avez signé ça et c'est ça qu'on attend de vous dans vos évolutions professionnelles. Nous, on a signé un CEPOM, vous voyez, pour vous donner un exemple, en 2018. Aujourd'hui, c'est vrai que la Convention, elle n'a pas encore appliqué une évolution salariale eu égard à un niveau de diplôme qui a bougé. Peut-être que demain, ça le fera, mais si demain, ça le fait, de toute façon, nous, établissements, nous n'aurons pas les moyens de revaloriser les salariés à la hauteur de ce qui est attendu. Ce qui est du coup dramatique parce qu'on ne fait que continuer d'accélérer le process de désattractivité du secteur, puisque là où les gens disent « mais moi j'ai un diplôme, il est valorisé à tel niveau et on ne veut pas me prendre à mon niveau parce que je coûterais trop cher ». Parce qu'au fond, c'est ça qu'on va finir par dire. Ce qui est lamentable en soi, hein, mais c'est le chemin qu'on prend. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir continuer de fonctionner? On prend la qualification inférieure. Donc, au lieu de prendre un éducateur spécialisé, on va prendre un moniteur éducateur. Sauf que moi, je suis la première à dire, si je fais le choix des compétences attendues d'un éduc, c'est bien parce que je sais ce que j'en veux. La deuxième difficulté, c'est qu'on est en train de niveler du coup et de faire penser que ce diplôme est un diplôme presque cadre. C'est-à-dire que moi, je vois de plus en plus de professionnels, alors plutôt éducateurs spécialisés et un peu CESF. Moins chez les EJE, c'est vrai, mais qui attendent de leur poste quelque chose plus de la coordination du parcours qu'un poste réel de professionnel de terrain. Parce qu'avec l'idée que comme c'est un diplôme qui aujourd'hui tend à un niveau différent, alors on va évoluer dans la façon d'appréhender les choses. Donc on tire vers quelque chose du cadre technique. Vous voyez, mais qui se rapproche énormément du cadre hiérarchique, puisque du coup, on se retrouve dans nos conventions à avoir des chefs de service à la même hauteur que des éducateurs spécialisés en termes de niveau d'études demandés et sollicités, ce qui est une aberration. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas que quand je dis ça, je ne dis pas je sous-évalue les éducs et je surévalue les cadres. Je dis juste que dans une organisation hiérarchique, pour que les choses tiennent, il faut être cohérent dans la structuration qui est pensée. Alors, qu'est-ce qu'on fait croire aux gens? Qu'ils ont évolué et que du coup, ils seront payés plus et qu'ils ne feront pas le même métier parce qu'ils n'ont pas acquis les mêmes choses, ou bien finalement, ils ont acquis les mêmes choses mais différemment, mais pour autant, ils vont être plus payés sans prétendre avoir plus de responsabilités. Vous voyez, ça ne va pas.
On ne peut pas entamer la discussion comme ça. Par contre, comme disait Romain, oui, la Convention 66, il faut y travailler, mais alors attention danger. Puisque ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que, je vais faire très court, mais on est sur une branche, on est 6 sur la branche, 6 tout seul, on n'arrive pas à causer avec l'État. Pour causer avec l'État de ça, il faut se rassembler. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On rassemble tout. La Croix-Rouge, l'UNA, Nextem, FEAP, tous les syndicats, d'accord? Toutes les conventions, la 51, le médico-social, la 66, le social. Il ne faut pas rêver. On ne sortira pas de là avec le meilleur de chacune des conventions, hein. D'autant plus que quand on va faire tomber la Convention 66, et à mon avis, elle va tomber, on va avoir 15 mois pour se mettre autour de la table et se mettre d'accord autour de ce que va être la revalorisation professionnelle. Il ne faut pas rêver qu'on va avoir des niveaux de salaire qui vont augmenter de manière prépondérante et suffisante pour devenir attractive. Et on ne me fera pas croire que parce qu'on enlève des congés trimestriels qui sont propres de la Convention 66, que c'est ça qui va redonner l'ensemble des besoins financiers dont on a pour revaloriser les salaires. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il faut un vrai travail de fond de c'est quoi le travail social en France? C'est quoi les politiques d'action sociale? Qu'est-ce qu'on en veut de ces politiques d'action sociale? Est-ce qu'on veut une nation, un pays qui s'occupe des gens les plus vulnérables avec les moyens à allouer? Et du coup, on pense investissement social et pas coûts et dépenses? Ou bien est-ce qu'on dit on jugule à la dépense parce que le social est générateur de dépenses et de coûts? Auquel cas, arrêtons de réévaluer les référentiels, ça ne sert à rien. Mais à rien. Si ce n'est abîmer les gens, de venir leur dire c'est bien, tu as un joli diplôme, tu es reconnu avec un joli niveau, mais tu ne seras pas embauché au niveau pour lequel tu as travaillé. Et c'est contre-productif au possible. Il est 16 heures. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ça ou Si j'ai 10 secondes, je vais surligner ce qui vient d'être dit parce que je pense qu'on est au cœur du problème. Effectivement, la 66, elle va sans doute tomber. Mais encore une fois, quelle que soit la convention qui arrive derrière, c'est de l'argent public, qu'on soit en collectivité territoriale ou en associatif. Et s'il n'y a pas une vraie réflexion politique au niveau national et des vrais engagements au niveau des gouvernements, quels qu'ils soient, pour soutenir le travail social et l'action sociale, on pourra faire tout ce qu'on veut en formation, tout ce qu'on veut en convention collective. S'il n'y a pas d'argent mobilisé pour ça, voilà, c'est les questions qu'on a entendues ces derniers temps pour les infirmières, pour les profs, etc. Enfin, voilà, ce sont des choix politiques et des choix de société qu'il faut faire. Et comme le disait Cathy, soit on laisse les plus fragiles d'entre nous sur le bord de la route en s'en occupant pas un petit peu quand même, soit on se dit on y va, mais on met de l'argent et on met de l'argent aussi pour payer les professionnels, et c'est là-dessus que je m'arrêterai. Il faut vraiment avoir le moral pour être travailleur social à 22 ou 23 ans, après 2 ou 3 ans d'études selon le diplôme qu'on ait fait, et être payé ce qu'on est payé avec ce qu'on vit au quotidien, quoi. Et il faut pas s'étonner que parfois dans certaines régions, quand vous voyez le coût du logement en Île-de-France par exemple, ben voilà, quoi. Moi, je leur dis chapeau, quoi. Voilà. Un mot à rajouter, Romain, ou... Tout a été dit, hein. Du coup, juste une chose avec les nouveaux diplômes. Personnellement, j'ai un supplément au diplôme, même en ayant été diplômé l'année dernière, qui me permet justement de partir travailler en Europe, en Suisse ou au Canada. Donc du coup, il y a aussi une fuite de certains futurs travailleurs sociaux qui peuvent partir, par exemple, en Suisse ou au Canada pour justement faire valoir leur nouveau diplôme. Donc du coup, ça restera aussi une problématique sur cette pénurie qu'on pourra rencontrer à l'avenir. Voilà. Entendu. Alors, en tout cas, ça peut nous ouvrir vers pourquoi pas un prochain webinaire, cette discussion-là. Ça peut, et puis évidemment, je vous invite à suivre la suite de tout ça sur le mediasocial.fr, aussi sur le mediasocial-emploi.fr pour ce qui est des petites annonces d'ailleurs, puisque on parle de difficultés parfois à trouver des candidats. Je vous propose, pour les intéressés, de télécharger 2 documents. D'abord, c'est le dernier rapport d'enquête qui a été publié par la FNEMS, qui fait un retour justement sur cette dernière année. Je vous propose aussi de télécharger la petite bibliographie
qu'on a qu'on a réalisé pour ce webinaire. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, apparemment c'est bon. Je vous précise aussi un dernier point. Voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Attendez, là on est en pleine technique, mais voilà, j'y arrive. Voilà, quelques petites informations voilà, d'adresse et autres détails qui peuvent vous être utiles. Notamment, vous noterez que dès demain, sur Webikeo, vous pourrez revoir ce webinaire. Puis, comme je vous le disais, n'hésitez pas à tendre l'oreille pour les prochains webinaires que nous organiserons voilà, d'ici la fin de l'année. Un grand merci aux 3 intervenants qui étaient une fois de plus vraiment de qualité. Et puis, je vous informe aussi que sur la bibliographie que je vous ai fait télécharger, que je vous ai proposé, vous pourrez de toute façon télécharger plus tard. Il y a notamment ce long format, cette enquête en long format signée Flore Mabilo, que nous avons publié en avril, formation en travail social des étudiants sur le fil. Donc voilà, c'était un autre traitement de ces questions-là. Vous verrez un long format passionnant sur cette question. Voilà. Un grand merci à tous. Et puis, je vous dis à bientôt sur les écrans. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.